Et pour moi, le rapport liberté-sécurité, hein, qui est toujours... moi, j'ai mis la barre beaucoup du côté de la liberté avec très peu de sécurité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En tête à tête, le podcast Voix nomade créé par Mehdi et Fanny, qui explore l'autre versant de la montagne. Pourquoi parler de montagne se résumerait-il aux performances, aux sommets ou aux records ? En tête à tête explore l'autre versant, celui des chemins humains. Des conversations avec celles et ceux qui vivent la montagne autrement, des guides, des artistes, des alpinistes, des habitants, pour parler de liberté, de doute, de lien au territoire et au vivant. Des histoires vraies, parfois rugueuses, souvent lumineuses, pour raconter la montagne autrement. Aujourd'hui, on est en tête-à-tête avec Isabelle Autissier, qu'on a eu le plaisir de rencontrer à La Rochelle lors de notre passage en France. Il y a des personnes dont on a l'impression qu'ils ont vécu 1000 vies, et Isabelle en fait certainement partie. Première femme à réussir un tour du monde en solitaire à la voile, navigatrice émérite, elle est aussi ingénieure à l'IOT, écrivaine, chroniqueuse radio et présidente de WWF France. C'est une femme qui n'a jamais hésité à repartir de zéro, toujours avec beaucoup de lucidité, et qui nous apprend que les montagnes qu'on gravit ne sont pas toujours réelles, mais bien symbolique. On vous en dit pas plus, mais restez bien jusqu'au bout, car Isabelle va nous partager sa fameuse technique du pitbull. Et c'est certainement ce qui a fait que malgré les difficultés, elle n'a jamais rien lâché. Un boost de motivation pour toutes celles et ceux qui rêvent de gravir leur propre montagne symbolique. Si cet épisode vous touche, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en nous taguant @voixnomade. Ça nous fait toujours super plaisir de voir que cet épisode résonne aussi chez vous. Allez, on vous en dit pas plus, et on laisse place à cette en tête à tête avec Isabelle Autissier. Je vais commencer avec le fait que vous avez été la première femme à faire une course en solitaire à la voile, à faire le tour du monde. Et à ce moment-là, est-ce que vous pensiez ouvrir une voie ou est-ce que c'était simplement réaliser votre propre rêve ? Bien sûr, je le sais. D'ailleurs, je sais que je vais être la première. D'ailleurs, j'en fais même état dans les petits dossiers que je fabrique pour essayer de trouver des sous. Parce que c'est un argument. Maintenant, moi, perso, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. J'ai pas fait ça ni pour être la première. Puis je vois pas ce que ça apporte. Ça a l'air de perturber les autres. Moi, ça me perturbe pas beaucoup. Donc voilà, donc je m'inscris à cette course et je décide de faire cette course qui est une grosse histoire en tant que telle. Mais j'allais dire autant pour les filles que pour les garçons, parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Comment on trouve en fait la détermination pour se lancer dans une voie où on n'a pas eu un modèle qui nous ressemble entre guillemets ? Bien sûr, il y a eu d'autres personnes qui l'avaient fait avant, mais... Parce que l'être humain a toujours fait comme ça. L'être humain, depuis qu'il est sorti de sa caverne, il a toujours essayé de faire des choses qu'il savait pas faire. Puis il a inventé, alors des choses très bien et des choses pas bien du tout, mais enfin, ça fait complètement partie. Alors là, pour les coups j'ai presque à dire que c'est génétique, quoi. Donc moi, je suis comme tout le monde. J'ai aussi envie de faire des choses que peut-être les autres n'ont pas fait. Encore une fois, c'est pas ma première détermination, c'est pas pour ça que je le fais. J'ai pas décidé un jour de me dire que j'allais être la pionnière qui que machin. J'ai juste fait les choses. Et après, le côté première fois, il y a la première fois pour l'espèce humaine, la première fois que les hommes mettent le pied sur la Lune, par exemple, mais il y a aussi la première fois individuellement pour chaque personne. Je sais pas, on peut dire traverser l'Atlantique, maintenant c'est facile, tout le monde l'a fait. Bah oui, mais la première fois que vous le faites, c'est une grande aventure pour vous. Donc je pense qu'il faut aussi remettre un peu les choses dans ce contexte. Après, oui, je pense qu'il y a une question de caractère, sûrement, dans le fait d'aimer, je dirais, faire un peu un pas de côté, d'aimer faire les choses un petit peu différemment, qui est, à mon avis, extrêmement lié à la confiance qu'on a en soi. Il se trouve que moi, j'ai eu, déjà dans les années 60, puisque moi je suis née en 56, donc je suis une petite fille dans les années 60, la chance d'avoir des parents pour qui... j'ai que des sœurs, on n'est que des filles dans ma famille, mais en tout cas, pour qui le fait d'être une fille n'était absolument pas un obstacle à faire ce qu'on avait envie de faire. Jamais dans ma vie on m'a dit parce que t'es une fille, oh là là, ma petite chérie, vaudrait mieux faire tel métier, vaudrait mieux faire telles études parce que tu sais, plus tard, blablabla. Jamais. Donc, on m'a toujours plutôt fait confiance, et donc ça, je pense que c'est important. Si on ne se fait pas confiance,
si on ne croit pas un minimum en soi, on a du mal à s'engager sur ces chemins un peu différents. Donc pour vous, en fait, ça se construit dès l'enfance? C'est certain que l'enfance est déterminant, les premières années de la vie sont déterminantes, et je dirais jusqu'à l'adolescence. Après, je ne veux pas dire que tout est bloqué, fermé, mais enfin, voilà, après, on est peut-être moins dépendant. Mais c'est évident que, on le voit bien, hein, les gamins à qui on dit en permanence, monte pas tu vas tomber, fais pas ceci, c'est dangereux, attention à cela, attention... et puis qu'on les confine, en fait, avec une idée que tout est dangereux, que les autres sont dangereux, que la vie est dangereuse, et qu'ils ne vont pas y arriver, c'est sûr que ce n'est pas un atout dans leur vie après d'adulte. Et est-ce que vous avez senti des obstacles dans ce parcours-là, en fait, surtout dans l'enfance, l'adolescence, etc., ou pour vous, ça a vraiment été une ligne droite, entre guillemets? Des obstacles, il y en a toujours. Évidemment, j'allais dire presque heureusement, hein, sinon on se casserait les pieds. Évidemment, des obstacles, il y en a. Je sais pas, quand j'ai dit que je voulais faire des études supérieures et que je voulais être ingénieur agronome et Allieuth parce que je voulais faire un métier au bord de la mer, les études d'ingénieur agronome, c'est un obstacle, c'est dur, c'est énormément de travail, voilà, ça vous tombe pas du ciel comme ça. Donc oui, tout a des difficultés, tout a des obstacles. Et après, bien sûr, quand j'ai décidé de commencer à faire de la course à la voile, d'abord sur les petits bateaux, puis des moyens, puis des grands, quand j'ai décidé de trouver les moyens pour faire un tour du monde, tout ça est évidemment un chemin semé d'embûches, mais ça fait aussi, je trouve, partie de la vie, en tout cas, moi, partie de mes plaisirs, que d'arriver à faire quand même mon chemin à travers tout ça. Et on dit souvent, en fait, que pour réaliser un rêve, il faut un peu tirer le premier fil de la pelote. Pour vous, c'était quoi le premier fil? Est-ce que vous avez eu différents rêves en plus dans votre vie? Mais est-ce qu'il y a oui, moi j'ai eu la chance de rencontrer très vite l'élément marin quand j'étais enfant, très très simplement, hein, parce qu'on faisait du dériveur avec mes parents, donc ça n'avait rien d'exceptionnel. Mais enfin, ce milieu m'a tout de suite plu, m'a tout de suite marqué, et j'ai tout de suite eu envie de faire quelque chose de ma vie, avec la mer, autour de la mer, sur la mer. Voilà, donc ça évidemment, je pense que c'est une très grande chance parce que ça vous donne, ça vous donne un chemin et une énergie pour aller sur ce chemin, quoi. Et puis après, les fils, ça peut être des rencontres, ça peut être des lectures. Aujourd'hui, ça pourrait être des réseaux sociaux. En tout cas. Des gens qui excitent votre curiosité, qui excitent justement votre imaginaire, ou des gens qui, oui, pourquoi pas, peuvent vous montrer que c'est possible. Moi, quand j'étais enfant et adolescente, il y avait quelques marins français qui étaient, j'allais dire, les grandes idoles du moment. Hein. Il y avait Éric Tabarly pour ce qui était de la course, mais moi au début la course c'était pas vraiment mon truc. Il y avait Bernard Moitessier qui avait été un grand marin français, qui avait entre autres fait des tours du monde, dont un tour du monde tout seul. Il y avait deux jeunes gens qui avaient armé un bateau pendant 5 ans pour aller en Antarctique, remonter l'Amazonie, enfin faire des choses que tout le monde pensait absolument incroyables à faire avec un voilier. Enfin voilà, tout ça était assez inspirant et me donnait envie évidemment d'aller voir à mon tour, quoi. Donc c'est à travers ces rencontres à travers des livres ou des récits, que vous vous êtes dit, ok, je vais arrêter ma carrière d'enseignante qui était déjà en soi un obstacle, comme vous disiez, ingénieur Allieuth, c'est bien ça? Allieuth, oui. Il y avait, j'imagine, beaucoup d'hommes dans ce milieu. C'était déjà une voie qui était, entre guillemets, pas nécessairement toute tracée. Puis de se dire, ok, finalement, j'arrête ça pour recommencer un autre rêve qui est navigatrice et commencer la course. Alors moi, j'ai toujours adoré ça, le côté page blanche. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Et en plus, pour le coup, là, ça a été quand même relativement progressif. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler comme Allieuth, j'ai travaillé une dizaine d'années, un peu plus. Pendant que je travaillais, j'ai commencé à me construire moi-même un petit voilier de 10 mètres en acier pour aller me balader. J'ai pris une année sabbatique, je suis revenue, j'ai retravaillé.
Là, j'ai commencé à faire de la course. Au début, je faisais la course que pendant le temps que je pouvais avoir de libre par rapport à mon boulot. Et puis après, j'ai commencé à me débrouiller pour aménager mon boulot, pour avoir plus de temps libre, pour travailler que certains mois de l'année et pas tout le temps. Voilà, donc ça s'est passé quand même, j'allais dire relativement progressivement sur plusieurs années. J'ai pas tout d'un coup décidé de tout plaquer pour m'inscrire à une course autour du monde, quoi. D'abord, j'avais besoin, moi, de progresser, de me former, d'apprendre. On manœuvre pas un bateau de 18 mètres comme ça du jour au lendemain, quoi. Quand je suis parti, je ne savais presque rien. Je ne savais ni prendre un riz, ni me servir d'un sextant. Et j'avais à peine une idée de la façon d'ancrer correctement un bateau. Chaque jour, l'océan m'apprenait quelque chose de nouveau. Et chaque erreur donnait l'impression de pouvoir me coûter le bateau, ou la vie. Mais petit à petit, presque à mon insu, j'ai commencé à sentir le rythme du vent, l'attraction des courants, et cette étrange paix qui vient quand on apprend à faire confiance à un navire que l'on est encore en train d'apprivoiser. Tania Aibi, Maiden Voyage. À quoi ressemblaient les premières grandes expéditions que vous avez faites et qu'est-ce qu'elles ont changé en vous? Les premières expéditions, la première grande expédition à la voile que je fais, c'est celle que je fais donc avec ce petit bateau de 10 mètres en acier que j'ai construit avec mon petit copain de l'époque. Donc évidemment, là, voilà, c'est ma première transatlantique. Je disais tout à l'heure, chacun à sa mesure. Pour moi, ça va être un grand moment. C'est aussi la première fois que je suis responsable du bateau, que je suis skipper du bateau pendant cette année où on va voyager. Et voilà, on va faire. Donc j'ai un équipage et puis je vais rentrer toute seule je vais retraverser l'Atlantique toute seule à la fin. Mais voilà, on découvre. Alors on va donc en Afrique au début, après au Brésil, aux Antilles. Enfin bon, tout ça et là, on apprend sur le tas. Hein. Même si moi j'avais quand même une assez bonne culture maritime du fait des navigations avec mes parents. Mon père surtout, qui adorait la voile, et comme il était ingénieur, il nous avait bien formés à beaucoup de choses. Donc voilà, on apprend petit à petit, et puis après, les premières courses, c'est pareil, on ne sait pas trop bien. C'est vrai que quand je m'inscris à la première grande course que je fais, donc la Midi Transat, qui est une course transatlantique en solitaire, sur des petits bateaux de 6,50 m, j'ai pas d'expérience de course. Par contre, moi, l'analyse que j'ai faite, c'est qu'il fallait que je connaisse très très bien mon bateau, donc j'ai beaucoup navigué avec mon bateau avant, et que je sois bonne en météo. Et à l'époque, personne ne pense à ça. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence absolue, mais à l'époque, les gens qui font la Midi Transat, ils pensent plus à essayer de bien régler les écoutes plutôt que de savoir où on va sur l'eau. Donc moi, je vais me former, je vais aller voir des météorologues, je vais aller travailler avec eux. C'est ça qui va me permettre d'avoir des très bons résultats dans cette course. Voilà, tout ça, et c'est un apprentissage marche par marche, et évidemment, surtout à l'époque, et encore un petit peu maintenant, on est tous un peu des autodidactes. Il commence à y avoir une ou deux écoles, en tout cas centres de formation à la course au large. À l'époque, ça n'existait pas du tout. Donc voilà, donc vous êtes dans votre canapé, puis vous dites comment je fais, quoi. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? À quoi il faut que je me forme? Et évidemment, tout ça, c'est assez passionnant aussi. Oui, c'est sûr, c'est fascinant. Puis surtout, on en revient à l'idée du modèle aussi. À l'époque, il n'y avait pas Internet, pas les réseaux sociaux, pas toutes les images qu'on peut voir aujourd'hui sur les grandes courses. Donc c'est vrai que moi, je suis très admirative du fait que vous ayez osé vous lancer, malgré le fait que c'était un peu un saut dans le vide, quoi. En même temps, sur un certain aspect. Oui, moi, en même temps, je suis pas du tout casse-cou, quoi. Donc, encore une fois, finalement, j'ai quand même été assez prudente. C'est-à-dire, j'ai commencé à naviguer, pas en course, à naviguer en croisière, donc truc quand même plus tranquille. Ce fameux voyage d'1 an pendant mon année sabbatique, je suis sur un parcours relativement tranquille. C'est les Alizés, les Antilles, voilà, donc j'apprends. Après, je commence la course sur un petit bateau.
et puis après un moyen bateau, puis après un grand bateau. Donc je franchis les étapes aussi à mon rythme à moi, en fonction de ce que je me sens capable de maîtriser, évidemment tout en allant toujours sur la marche d'au-dessus, c'est-à-dire à chaque fois je suis dans des conditions qui sont forcément un peu plus compliquées, un peu plus exigeantes, un peu plus lointaines, un peu plus technologiques, tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est... Moi, je ne crois pas à la science infuse, hein, et donc je crois au boulot, quoi. Donc vous direz que vous avez autant apprécié le chemin que la ligne d'arrivée, entre guillemets, dans votre parcours. Ah bah évidemment, la ligne d'arrivée, c'est la cerise sur le gâteau, hein, évidemment. Quand on gagne, c'est génial, quand on est sur le podium, c'est parfait, quand on est dans les 10 premiers, c'est honorable. Bon, après, on a fait le job, point. Voilà, enfin bon, il y a toutes les gradations. Mais ce qui est foncièrement intéressant, c'est quand même tout ce qu'on a fait. Et donc y compris les navigations elles-mêmes, le bonheur de ces navigations, l'intérêt de ces navigations, l'excitation de ces navigations, et puis le chemin qu'on a parcouru, effectivement, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a découvert, toutes les rencontres qu'on a faites, tous ces paysages nouveaux, enfin voilà, tout ce qui a participé, et le fait au final que quand on arrive et qu'on se regarde dans la glace, on dit j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et j'ai mis en jeu tout ce que je savais faire. Alors voilà, au final ça a donné ça. Bon, ok, mais qu'est-ce qui va me rester ? C'est tout ce parcours. Évidemment, la position, le classement à l'arrivée, ça va peut-être m'amener de la notoriété, peut-être de l'argent, peut-être des relations, peut-être des médias, peut-être tout un tas de trucs. Mais au fond du fond, ce qui m'a fait avancer, c'est ce que j'ai vécu. Ce jour-là, le vent d'ouest est encore soutenu, et le flot descendant s'y oppose. L'un et l'autre bataillent sans se laisser de répit. La mer s'affole, sans plus savoir quel maître suivre, le vent ou le courant. Les vagues éclatent en tous sens, fusent comme des geysers, rebondissent sur le rocher solitaire, submergeant ses 30 mètres comme on jouerait à saute-mouton. L'océan baratté va du gris au vert translucide, et charrie des paquets de mousse jaunâtre. Quand le soleil perce entre les nuages, il se crie des dizaines d'arcs-en-ciel, au gré des embruns. Il règne une impression de férocité primordiale, de puissance brute harcelée par quelques bandes de démons. Plus terribles encore sont le bruit, le grondement furieux, le sifflement, le feulement de ces eaux qui bavent de colère, comme si elles allaient manquer un important rendez-vous. Soudain seule, Isabelle Autissier. Et si vous deviez choisir une grande leçon que la mer vous a apprise ? Une grande leçon... je ne sais pas si on peut parler de grande leçon. Je crois que après, tous les marins, en course ou pas en course d'ailleurs, vivent très bien, comprennent très bien le fait que on est dans un environnement qui a des règles. Les vagues, elles sont comme ça parce que le vent a soufflé de telle direction, les nuages, ils se baladent comme ci, comme ça, voilà, tout ça, voilà. Y compris la faune qu'on peut croiser, elle est là pour telle et telle raison et pas juste parce qu'on en a envie. Et donc, en fait, à l'intérieur de ça, nous les marins, on apprend qu'il faut faire notre miel de ces conditions extérieures, qu'il faut essayer de les comprendre, et qu'il faut adapter nos stratégies à ce que l'environnement nous propose. Voilà. Quand on revient à terre et qu'on regarde le monde tel qu'il va, on se dit c'est marrant, ils font le contraire. Alors c'est pas très marrant parce que du coup ça se passe mal, mais en gros ici on s'occupe pas de notre environnement, on s'occupe pas trop des lois générales de physique, de chimie et de biologie, sauf quand vraiment elles nous emmerdent. Et on fait ce qu'on a décidé de faire pour en gros avoir le tout de suite. Donc, c'est aussi pour ça que ça coince. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que
tous les marins en mer partagent ça. Si on veut être en sécurité et si on veut arriver quelque part, c'est pas nous les plus malins, et on est les plus malins quand on s'intègre dans le milieu dans lequel on est. Et qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter la course au large? Alors j'ai arrêté en fait à la fin de mon 3e tour du monde. Je me suis dit, bon, je fais quoi? Je continue pas, je fais autre chose, j'avais pas mal d'idées dans la tête. Et je me suis dit, bon, j'en fais encore un, parce que ça m'éclate, parce que j'aime ça, parce que voilà. Mais je me jure que c'est le dernier. Parce que je veux aller voir ailleurs, je veux essayer autre chose, je ne veux pas être mariée avec la course au large définitivement. J'ai adoré ce que j'ai fait. Pendant 15 ans, j'ai eu une vie géniale, pleine comme un œuf. Voilà. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres façons de voir la vie, il y a d'autres façons de voir la mer, et j'ai envie de les vivre. Donc voilà. Donc il y a un moment où je savais que ça devait s'arrêter, que j'avais décidé. Mais c'était important pour moi, c'est moi qui décide. C'est pas les événements extérieurs, c'est pas... voilà. Donc voilà, donc je me suis dit ça, et de fait, c'est ce que j'ai fait. Même si effectivement le 4e tour du monde a été avorté, puisque j'ai fait naufrage en plein milieu. Donc tout le monde me disait, tu vas pas en rester là, en plus tu étais en tête, et blablabla, et tu pourrais, et puis j'avais toujours un sponsor qui était prêt à refaire un bateau neuf. Donc c'était vraiment facile de remettre une pièce dans la machine, quoi. Et je dis non, je me suis promis ça à moi-même, et il y a plusieurs fois dans ma vie, je me suis promis des choses à moi-même, et voilà, il faut que j'écoute cette petite voix-là, même si ça va un peu à l'encontre, pour le coup, d'une voie royale qui était un peu tracée, quoi. Et je ne l'ai jamais regretté. Enfin, pourquoi vous avez écouté cette petite voix? Est-ce que c'était vraiment instinctif ou... Parce que, encore une fois, j'avais envie, moi j'ai réfléchi, j'avais 48 ans, je sais combien c'est long de refaire une vie et de réapprendre autre chose et de refaire autre chose, donc j'avais pas trop de temps à perdre, parce que je savais qu'il fallait plusieurs années pour construire autre chose. Voilà, je pense que j'avais en gros dit ce que j'avais à dire en matière de course au large, fait ce que j'avais à faire. J'ai eu des succès, des échecs, j'ai fait des trucs super, j'ai inventé des choses, j'ai eu des victoires, j'ai adoré ce milieu de la course, toute cette émulation, mais il y avait encore une fois, il y avait autre chose. Et si je voulais faire ce autre chose, voilà, il fallait... On ne peut pas tout faire en même temps, hein. Quand on fait de la course au large... Ils le savent bien, de toute façon, on me dit quel conseil vous donnez aux jeunes. Je dis, mais allez-y bosser, mais c'est 15 heures par jour, hein. Et c'est 7 jours sur 7. Donc, il ne faut pas vous tromper, quoi. C'est puis voir vos potes, voilà, c'est gérer sa famille comme on peut, parce que sinon, ça ne marche pas, parce que c'est hyper exigeant. Donc, à un moment donné, je ne pouvais pas continuer à faire de la course au large à haut niveau, pardon, et me mettre à faire autre chose, me mettre à écrire ou à être sur les planches ou à faire des croisières polaires comme je fais aujourd'hui. Voilà, on peut pas tout... Faut être bien... Enfin, il faut assumer ses choix, quoi. Et parce que vous dites qu'avec du recul, vous l'avez jamais regretté. Et sur le moment, en fait, quand on prend cette décision et qu'on est vraiment dans les vagues du changement, comment vous l'aviez vécu ce moment-là? C'est génial de se dire qu'on va changer. Moi, j'adore ça. Moi, je vous dis, j'adore la page blanche, quoi. C'est-à-dire, c'est hyper excitant de se dire, demain va pas être comme aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont fonctionnaires à la sécurité sociale, parce qu'heureusement qu'il y en a, et dont la vie, c'est des choix, et vraiment, je comprends et je respecte. Moi, je peux pas vivre comme ça. Moi, j'ai pas 2 jours pareils. Dans ma vie, j'ai jamais eu 2 jours pareils. Donc ça me convient à moi. Et pour moi, le rapport liberté-sécurité, hein, qui est toujours... moi, j'ai mis la barre beaucoup du côté de la liberté avec très peu de sécurité. Bon, c'est mon histoire. Je ne sais pas si c'est mieux qu'autre chose, mais voilà, je ressens les choses comme ça. Donc
Donc ouais, moi l'idée de la page blanche, pour moi c'est quelque chose de très excitant, quoi. C'est hyper... qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment je vais construire les trucs, avec qui, tout ça, je trouve ça génial. Donc est-ce que vous diriez que c'est votre manière de continuer de nourrir l'aventure que vous avez vécue à travers la navigation, mais au sens large, qui peut être une autre aventure? Oui, alors nourrir l'aventure, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui convient, parce que moi l'aventure, je m'en fous, en fait. Je nourris ma vie. Et je nourris mes échanges avec les autres. Parce que Homo sapiens ne vit que de ça. Hein. Si on n'a pas d'échanges avec les autres, on est mort. Donc voilà, donc je les nourris d'autres choses. Parce que qu'est-ce qu'on appelle aventure? Alors évidemment, les gens vous disent, ah ben oui, faire le tour du monde en solitaire, c'est une aventure. Mais écrire, c'est une aventure. Être sur les planches, c'est une aventure. Ça n'a pas été mon cas, mais être papa ou maman, c'est une aventure. Ben oui, aussi. Donc c'est encore une fois quelque chose, c'est pour soi, pour son développement, pour ce qu'on est, pour ses interactions avec les autres. Et vous parlez justement d'avoir exploré d'autres territoires, entre guillemets, l'écriture, le militantisme aussi. Maintenant que vous avez été présidente de WWF France, maintenant c'est présidente d'honneur, etc. Comment ces engagements, ils ont prolongé cette envie de nourrir cette vie? Enfin, je ne sais pas si c'est mieux dit dans ces mots-là, mais... parce qu'encore une fois, je reviens à cette idée de la page blanche, donc on marque quoi dessus? Donc là, on se dit, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce que je sais faire, quels sont les domaines qui me paraissent importants et sur lesquels j'ai envie d'aller, de travailler, de cultiver, je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Et puis, alors après, ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à faire plus ou moins cohabiter les choses, soit ensemble, soit dans le temps. Mais voilà, c'est un ensemble de choix délibérés, d'opportunités. Par exemple, le WWF, c'était un choix délibéré, puisque je m'étais dit, maintenant, les questions environnementales, je perçois de plus en plus leur importance et leur gravité, donc je veux, moi, comme je peux, m'impliquer là-dedans. L'écriture, c'était une idée, il y a une question de rencontre aussi, de discussion. Il y a beaucoup de choses que je fais, c'est des discussions de bistrot. Hein. Et puis finalement, ça débouche sur quelque chose, quoi. Et est-ce que dès toute jeune, vous imaginiez écrire des livres? Ou comme vous dites, c'est vraiment une histoire de rencontre? Est-ce que c'était dans un coin de la tête ou vraiment ça s'est dessiné? Non, mais moi, toute jeune, je sais pas... non, je n'imaginais pas du tout écrire des livres. Par contre, j'étais une très grande lectrice, puisque je pense... Alors, moi, j'ai un peu tendance à dire que c'était une chance, mais quand j'étais petite fille, il y avait une chaîne de télévision. Et on a eu la télévision à la maison, alors qu'on était une famille qui avait les moyens. J'avais 8 ans. Avant, il n'y avait pas ni télévision, ni quand il y avait la radio. Il y avait la radio et il y avait les livres, évidemment. Alors là, des livres, il y en avait partout dans la maison. Et je pense que c'était une chance parce que l'acte de la lecture est quelque chose qui excite beaucoup plus l'imagination. D'abord, qui oblige à un minimum de concentration, ce que ne font évidemment pas du tout les réseaux sociaux où vous sautez en 30 secondes de n'importe quoi à n'importe quoi. Même s'il y a des choses très bien sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas... Mais enfin bon, vous êtes dans une espèce d'écureuil dans la cage, là, voilà. Et ça, je pense que c'est des choses qui m'ont beaucoup servi. Le fait d'apprendre à se concentrer en lisant un texte et à partir de ce qui est écrit, de créer son propre imaginaire, c'est un exercice ultra important, je pense, dans la suite. Ne serait-ce que pour se créer son propre imaginaire de vie, ensuite. Après, à l'époque, donc j'ai toujours été une grande lectrice. Pendant très longtemps, je n'imaginais pas d'écrire moi-même. Il y a eu un peu des prémices parce que pendant la période de course au large, j'ai collaboré avec un certain nombre de journaux, par exemple. J'ai fait des chroniques dans Libération. J'ai fait aussi de la radio pour Radio France, pour France Inter pendant que j'étais en mer. Donc là, j'ai commencé à toucher un petit peu au fait
de l'écriture elle-même, quoi, qui est un exercice assez particulier. Et voilà, ça me plaisait, quoi. Et je me disais que ça faisait partie, tout à l'heure je parlais de cette implication entre ce qu'on est et les autres, et pour moi c'était aussi, ça c'était le fil à tirer. C'est-à-dire, comment est-ce que je pouvais participer à la construction de la société avec ce que j'étais, avec ce que j'avais fait, avec ce que j'avais compris en mer, ou, enfin voilà. Bah, pour moi c'était évident que c'était en l'écrivant, ou éventuellement en le racontant à la radio. C'était ma voie logique. Les récits d'Isabelle Autissier sur France Inter. Alors on a un peu triché les 2 dernières semaines puisque notre rendez-vous hebdomadaire était enregistré. Là, vous êtes sur le chemin du retour après un long périple dans le Grand Nord. Vous rentrez en bateau du Groenland. On a beaucoup parlé du Groenland dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez vu, Isabelle ? Écoutez, Groenland-Est, qui est la côte la plus glaciaire, alors j'ai vu de la glace cette année, exceptionnelle. Les habitants du tout petit village dit Tokotormik disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça de mémoire d'homme. On a bagarré avec le bateau dans une glace formée et qui même se reformait en plein été. Alors pourquoi ? Vraisemblablement, là aussi, dérèglement climatique, une fois de plus. Et est-ce que, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on vous demandait souvent quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans la voile, voilà. Moi j'aimerais vous poser la question, mais dans un sens large, quelqu'un qui a envie de changer de vie, qui a envie de cette page blanche justement, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ? D'abord, il faut bien réfléchir. Je recommande d'éviter le coup de tête, parce qu'il faut savoir ce qu'on quitte, qu'on n'aura plus. Et puis, il faut quand même se donner le temps de se construire quand même quelque chose. Moi, j'avais, quand j'ai fait la page blanche, ça fait un petit moment avant d'en arriver là que je commençais à avoir des idées sur ce que j'allais écrire sur cette page-là. Et comment ça allait pouvoir s'articuler, même si on est toujours un peu surprise. Mais, donc voilà, donc il faut, je pense qu'il faut vraiment se garder voilà, d'être trop impulsif. Il faut prendre un peu le temps, peut-être discuter avec des gens, aller voir ce qui se passe ailleurs, peut-être essayer certaines choses. Les gens qui veulent changer de métier du tout, ça peut être super, mais enfin, peut-être que l'idée qu'ils se font du futur métier, c'est pas du tout ça. Donc peut-être qu'ils ont intérêt à d'abord aller voir les gens qui font ce métier-là, ou peut-être l'essayer s'ils peuvent l'essayer, quoi. Donc voilà. Après, si on est vraiment convaincu qu'on est prêt à changer, après il faut s'y coller, c'est-à-dire qu'il faut se retrousser les manches. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis en général, oui, il faut bosser parce que une nouvelle activité, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouveaux réseaux humains, c'est voilà, tout un tas de choses qui... voilà, qu'il faut, ça vous tombe pas du ciel, quoi. C'est sûr. Et est-ce que vous diriez qu'il y aura peut-être une autre page blanche ? Ou est-ce que vous n'avez pas encore en tête d'autres pages blanches ou de rêves ou de... Peut-être qu'il y aura une autre page blanche. Moi, j'ai jamais pensé ma vie en me disant, de temps à temps, je ferai ça, après je ferai ça, après je fais ça. Il y a quand même eu... C'est pareil, moi je pensais pas du tout faire la course au large et faire des tours du monde à la voile en course quand j'avais 15 ans. Voilà, donc j'ai pas de truc organisé dans ma tête en me disant, pour l'instant, je suis encore hyper stimulée par tout ce que je fais. Je fais des choses quand même extrêmement variées. Donc tout va bien. Peut-être qu'à un moment, oui... Et c'est pas tant une question d'âge, voilà, peut-être que ça m'arrivera à 75 ans ou à 80 ans de me dire, je sais pas, n'importe quoi, tiens, le bouddhisme m'intéresse et je vais devenir moine tibétaine, j'en sais rien. Pourquoi pas ? Après tout, c'est comme ça pour l'instant, pas du tout, mais je vois pas pourquoi je m'interdirais
un jour de changer, quoi. Si je décidais de faire ça, évidemment, je quitterais un certain confort matériel ou je sais pas quoi, je m'engagerais dans un truc très différent. Il faudrait que je passe sans doute des années et des années pour entrer dans cette démarche. Mais bon, non, je m'interdis rien. De toute façon, pourquoi est-ce qu'on s'interdirait des choses ? Pourquoi ? Après, on peut avoir un sens des responsabilités qui fait de se dire, là, je suis engagé avec des gens, avec une activité, donc je la mène au bout. Mais je vais comparer ça, je fais un enfant, je vais pas, quand il a 3 ans, dire je le mets à la DAS parce que j'en ai marre et puis je vais aller faire autre chose. Bon, j'ai pris un engagement avec un enfant et je sais qu'en gros, jusqu'à 25 ans, ce qu'il est 25 ans, il va falloir que je sois là. Bon, mais après, il va se débrouiller. Et donc, non, je vois pas pourquoi il faudrait s'interdire des choses. Enfin, ce serait stupide. Donc vous direz que c'est ni une question d'âge, ni une question de phase de vie, mais plus un état d'esprit. Forcément, l'âge, ça compte. L'âge, ça compte, mais c'est une belle chose. Heureusement que ça compte. Ça compte en bien parce qu'on a accumulé plein d'expériences, plein de moments de vie, plein qu'on s'est formé, forgé, on sait mieux qui on est, on sait où on en est. Il y a plein de coups qu'on a déjà vu venir, donc donc on se débrouille mieux aussi. Donc tout ça c'est bien. On a aussi tissé tout un réseau avec plein de gens qu'on a rencontrés dans sa vie. Mais c'est quand même ça qui fait aussi le sel de la vie, quoi. Alors moi je détesterais être éternel. Quel cauchemar. Quel cauchemar. Plus rien n'aurait de sens, plus rien n'aurait de valeur, quoi. Je laisse ça à Elon Musk s'il en veut, et puis qu'il aille sur Mars et qu'il nous foute la paix, qu'il aille passer son éternité sur Mars. Mais non, puis je vais mourir, et puis j'espère que j'en serai consciente au moment où je vais mourir, parce que ça va être un moment incroyable de ma vie. La naissance, on ne peut pas tellement s'en souvenir, enfin je crois pas. Donc oui, c'est bien. Les belles histoires, elles ont un début, un milieu, une fin. Merci infiniment Isabelle, vraiment. J'ai une dernière question qui va peut-être vous surprendre. On a écouté beaucoup de podcasts sur vous avant de venir pour préparer l'entretien. Puis vous aviez parlé de la technique du pitbull. Est-ce que déjà vous pouvez juste expliquer c'est quoi la technique du pitbull ? Non, la technique du pitbull, on avait défini ça avec le WWF quand il y a eu les accords de Paris, la COP de Paris qui était très très importante au niveau du climat, même si malheureusement on n'a pas fait ce qu'on avait promis de faire, mais en tout cas, à ce moment-là, WWF, qui est une grande ONG mondiale, était extrêmement mobilisée. J'avais une centaine de mes collègues présidents des différentes de tous les pays du monde qui étaient à Paris et on bossait ensemble. Et donc, comme c'était très compliqué de savoir comment il fallait travailler, tous les soirs, en fonction de ce qui s'était passé dans les tractations de la journée, on disait, demain, il faut qu'on essaye de gagner ça et ça. Tous ensemble, on se fixe ces 2 objectifs, on va aller voir nos pays respectifs, on va faire du lobbying, on va discuter, on va machiner, et on va essayer de faire en sorte que dans le texte de demain soir, il y ait ces points-là qui soient marqués. Et c'est ça, et c'est quelqu'un dans l'assistance, je ne sais plus qui avait dit, faut faire les pitbulls, c'est-à-dire que sur ces 2 points-là, il faut crocher dedans et il ne faut pas lâcher, quoi. Et donc, il faut être concentré sur une chose. Et je trouve que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des moments où il ne faut pas lâcher. C'est pareil, quand vous êtes tout seul sur un bateau, il y a des moments où il ne faut pas lâcher, quoi. Il y a des moments où on peut changer de perspective ou de point de vue. Mais voilà, oui, vous disiez tout à l'heure, il y a des difficultés dans la vie, si on veut arriver à y faire face, il faut un peu de ténacité, quoi. Sinon, on se décourage au premier problème, et donc il faut être un peu pitbull quand même, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode avec Isabelle Autissier. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on ne va pas vous mentir, pour nous, cette rencontre a été un vrai tsunami. On l'a enregistré à un moment où, nous aussi, on venait d'ouvrir cette fameuse page blanche dont parle Isabelle, avec l'élan de lancer Voix Nomade et l'idée un peu folle de traverser les Amériques par les montagnes.
À ce moment-là, on était vraiment surmenés par tout ce qu'on voulait créer, produire et raconter. Et s'il y a bien une leçon qu'on retient de cet échange, c'est celle-ci. Si on veut bien faire les choses, on peut pas tout faire. Ça paraît simple dit comme ça, mais pour deux créatifs qui ont vraiment soif d'aventure, c'est loin d'être évident. On serait vraiment curieux de savoir ce qui vous a touché dans cet épisode. Alors n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et si vous nous avez écoutés jusque-là, le meilleur moyen de soutenir ce podcast, c'est tout simplement de mettre 5 étoiles sur Spotify et de vous abonner. Ça prend 30 secondes, mais pour nous, ça change vraiment tout. Alors merci, infiniment. Et on se revoit pour un prochain En Tête à Tête.